Donc en effet, moi je suis maître de conférence au laboratoire l'ECOB, qui fait partie de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et parmi mes activités qui s'intéressent essentiellement donc aux espèces qui calcifient, j'ai un grand intérêt pour les canyons sous-marins et les coraux qui sont installés dedans, ces coraux profonds. Alors le lien avec la Casse-du-Thier, en fait, il est un peu filière, puisque c'est pas lui directement, mais il a permis d'initier les travaux ensuite de Pruvot notamment dans les canyons, et puis qui se sont perpétrés avec, dans les années 60, Daniel Reiss, où il y a eu les premières observations en direct de, de coraux dans les canyons. Et puis, depuis une dizaine d'années à peu près, on a vraiment redémarré ça. Un peu plus de 10 ans d'ailleurs maintenant, avec d'abord Aline Fiala, et puis ensuite, au LECOP, il y a eu Nadine Lebris, et puis moi, donc sur ces milieux-là. Donc là, ce que je vais vous illustrer, c'est un peu un aperçu de ces espèces assez atypiques qu'on connaissait très mal et qu'on commence vraiment à découvrir petit à petit, mais de voir leur importance qu'ils peuvent avoir dans les milieux profonds, et notamment en Méditerranée, où on est dans une zone qui, pas loin de chez nous, hein, en face de Banyuls, qui est assez exceptionnelle, mais qui est grandement en danger. Donc là, je vais faire gaffe parce que je crois que j'ai un petit problème d'écouteurs qui viennent me lâcher, donc je vais juste hop, changer, comme ça sera plus pratique. Marie, tu peux me confirmer si ça marche? C'est bon, on vous reçoit. Ok, super, merci. Allez, donc quand on pense corail, généralement, les premières images qui viennent en tête, c'est les environnements tropicaux avec des eaux qui sont chaudes, peu profondes, généralement bien oxygénées et des couleurs assez spectaculaires. Et dans ces milieux-là, les coraux sont des organismes clés puisqu'ils vont constituer des espèces ingénieurs, ce qu'on appelle espèces ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent un environnement qui va servir de nurserie, de refuge, de support de fixation pour tout un tas de biodiversité. Et ce, à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle d'un petit massif. Là, ce qu'on voit, c'est un récif qui fait à peu près une trentaine de mètres d'envergure, une trentaine de centimètres d'envergure, pardon. Mais ça peut aller jusqu'à des constructions qui sont visibles même depuis l'espace, telle la Grande Barrière de Corail. L'intérêt de justement de ces coraux, le fait de construire ces récifs qui abritent toute cette biodiversité, c'est qu'ils ont une valeur économique et sociétale qui est extrêmement importante, notamment au niveau de la pêche, puisqu'il y a beaucoup d'espèces pêchées dans ces récifs, au niveau du tourisme. Ils vont servir également de digues naturelles, et voire même d'objets de construction. On a par exemple des maisons typiques là, aux Maldives qui sont uniquement faites avec des morceaux de récifs. Mais comme vous l'avez déjà entendu précédemment, je pense, ces coraux tropicaux sont en danger à cause du réchauffement global, notamment les phénomènes qu'on appelle de blanchissement corallien, qui correspondent à l'expulsion de leur symbionte. Ils vivent en association avec des petites algues photosynthétiques, et quand ils sont vraiment dans des conditions de stress liées notamment au réchauffement climatique ou à d'autres effets du changement global, ça peut être des effets de pollution notamment, ils vont expulser ils vont perdre cette association symbiotique, ce qui peut conduire à la mort de ces espèces. Et donc, c'est l'ensemble du récif qui est fragilisé. Donc ça, c'est ce qu'on connaît maintenant depuis pas mal de temps sur les milieux côtiers, en tout cas les milieux peu profonds. Mais on s'est aperçu finalement assez récemment que les coraux tropicaux ne sont pas les seuls écosystèmes coralliens. Et quand je dis écosystème corallien, j'entends au sens de récif corallien. On va trouver dans les eaux froides ou profondes tout un tas d'espèces. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a même plus d'espèces en profondeur qu'en surface, qui sont représentées aussi bien, comme on voit ici, par des octocorallières que des scléractinières. Et parmi notamment les scléractinières, on va avoir certaines espèces qui sont capables de fabriquer des récifs qui sont tout à fait comparables, rien à envier à ceux des récifs tropicaux. Et c'est ce qu'on peut voir par exemple avec le Lophelia Reef qui est au large de la Norvège, qui peut atteindre des tailles de 35 mètres de haut et 13 km de long. Donc c'est vraiment des structures qui sont assez conséquentes. Alors,
en fait, ils sont plus diversifiés vraisemblablement, ces coraux profonds, enfin coraux froids, on va dire, parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace disponible, hein. Des eaux froides, en fait, il y en a un peu partout, que ce soit des zones boréales aux zones australes, y compris dans toutes les zones intertropicales et équatoriales, notamment en profondeur. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Alors, plus explicitement, on va les retrouver dans des milieux quand même un peu particuliers. Il faut qu'il y ait quand même quelques conditions requises, notamment sur le plateau continental, ce sera plutôt dans les eaux boréales ou australes. Donc, ils vont être entre 5 et 200 mètres de profondeur. Historiquement, c'est là où on avait les plus grandes populations. On a encore les plus grandes populations, comme on peut voir sur l'image, au niveau de la Scandinavie ou au large de l'Écosse. On a des très, très grandes zones à récifs de coraux d'eau froide qui se sont développés. Ensuite, on va en trouver beaucoup également dans les canyons sous-marins. Alors là, les infos sont un petit peu plus parcellaires parce que forcément, il faut pouvoir aller dans ces milieux-là. Donc, ça ne fait pas très longtemps que les technologies nous permettent d'aller visiter de façon optimale ces environnements. Mais plus ça va et plus on acquiert des connaissances. Et donc, là, par exemple, dans le golfe du Lion, dans les canyons qui sont au large du golfe du Lion, on voit qu'il y a pas mal de zones référencées où on a la présence de coraux d'eau froide, avec notamment des grosses populations au large de Marseille, dans le canyon de Cassidaigne, et au large de Bagnols-sur-Mer, dans le canyon de la Casse-du-Thier, dont on va un peu reparler tout à l'heure. Donc là, ils vont se retrouver aussi bien à flanc de falaise, on les voit pousser ici des colonies de Madrepora oculata, ou sur le fond pour peu qu'il y ait un substrat rocheux. Et en fait, l'intérêt de ces canyons sous-marins, c'est que comme ce sont des vallées faites sous-marines, il y a des transferts de courant qui permettent d'apporter de la matière organique. Et c'est d'ailleurs les petits points blancs qu'on voit sur l'image qui s'appellent c'est de la neige marine. Et donc ça, les coraux en profitent pleinement. D'autres endroits où on peut encore en trouver, alors pour l'instant, on n'a jamais eu des populations extrêmement florissantes, mais on ne les a pas beaucoup cherchées non plus, c'est au niveau des dorsales océaniques, et quand on est assez proche finalement des sites hydrothermaux. Alors pas directement sur le site, là c'est l'image que j'ai ici du site Ménesguen qui est en plein milieu de l'Atlantique. On a White Flame, c'est une source hydrothermale avec les cheminées, des moules chimiosynthétiques qui sont autour. Et puis, un peu plus loin, à 30-50 de mètres, on va trouver ces massifs de coraux profonds qui finalement bénéficient de la production primaire qui est générée par la source hydrothermale et qui est éloignée par les courants. Et donc, de temps en temps, on va en trouver comme ça, mais là, la difficulté, c'est d'aller les dénicher. Là, c'est un site qui n'est pas très profond. Ici, on est à 800 mètres, mais classiquement, on en a entre 2 et 4000 mètres de profondeur. Et puis enfin, un autre environnement où on a pas mal de colonies de coraux profonds, c'est dans ce qu'on appelle les monts sous-marins, ces volcans sous-marins, où le fait d'avoir cette anomalie topographique, bathymétrique, génère des transferts entre le fond et la surface, avec des courants qui remontent, ce qu'on appelle de upwelling, et qui transportent des nutriments, alors pas jusqu'à la surface, jusqu'à des profondeurs un peu plus faibles. Et donc les coraux vont s'installer sur ces monts sous-marins, sur ces volcans, en bénéficiant donc de ces apports nutritifs. Alors souvent, ça a été assez bien identifié parce que c'est des zones de pêche hauturière qui sont assez connues des grandes compagnies de pêche. Donc ces coraux d'eau froide, si je résume, ils sont finalement assez proches et assez différents de leurs congénères tropicaux. Ils vont en différer déjà par leur lieu de vie. Les coraux tropicaux, on va les trouver, la fenêtre, c'est entre 20 et 30 degrés, mais en fait, l'optimum climatique est plutôt autour de 27-28 degrés. Pour les coraux d'eau froide, le grand maximum, c'est 15 degrés. Et autre point, à la différence des coraux scléractiniaires qui construisent des récifs dans les récifs tropicaux, alors c'est ce qu'on voit, les taches oranges ici, ce sont une association, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, avec des symbiontes, des dinoflagellés qui sont photosynthétiques et qui vivent dans les tissus. On n'a pas du tout de ce type de symbiose dans les coraux d'eau froide. Et donc, il y a une autre organisation pour avoir un accès à l'énergie, sachant que l'énergie récupérée par les coraux tropicaux qui ont une symbiose, elle peut être de plus de 50 à 90%. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dopant pour l'activité du récif. Là, pour les coraux profonds, c'est uniquement les particules qui vont pouvoir capturer dans l'environnement.
Et puis un autre volet, mais ça on l'a déjà vu, c'est un peu une large distribution géographique qui ne sont pas trop limitées justement par des contraintes, notamment de température. Par contre, ils vont avoir les mêmes fonctions dans l'habitat que les coraux tropicaux. J'ai parlé en tout début de ce côté espèce ingénieur qu'ont les coraux tropicaux et donc la valeur qu'ils peuvent avoir en termes économiques et sociétales notamment. Et ben, on a exactement la même chose avec les coraux profonds. On va retrouver cet effet de capacité de construire des récifs qui vont servir d'habitat pour tout un tas d'espèces, aussi bien des espèces mobiles, hein, comme on a ici des crustacés, beaucoup de poissons qui viennent nicher là-dedans. D'ailleurs, il y a certains récifs, c'est assez rigolo, quand on revient d'une année sur l'autre, on retrouve le même poisson qui revient dans la même zone. Il y a les juvéniles également, comme, alors je ne sais pas si on arrive à distinguer sur l'image, mais là, au niveau de la flèche, on a une petite mostelle qui se cache dans le massif pendant toute une partie de sa vie, en tout cas tant qu'il n'est pas assez résistant pour s'aventurer plus loin. Et puis ensuite, il y a les espèces qui se fixent sur les récifs, et notamment sur la base des récifs, avec notamment ici, on a tout un tas d'huîtres, également d'autres coraux qui peuvent venir se fixer. Donc ça va attirer également pas mal d'espèces sessiles. Un peu plus spécifique, on va trouver des espèces qui vivent en interaction réelle avec le corail. Notamment, il y a ce ver, Eunis norvegica, qui vit a priori en symbiose avec le corail, c'est-à-dire qu'il va fabriquer des tubes, et autour de ces tubes, en chitine, le corail minéralise, et ce qui fait un espèce de pont qui permet de renforcer la structure corallienne. Et le ver, lui, défend généralement le corail contre des prédateurs, par exemple cet oursin ici, qui vient consommer a priori un polype d'Esmophilum dianthus. Voilà, donc vraiment des fonctions qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans les environnements tropicaux. Et donc, du coup, forcément, des organismes qui sont clés dans ces environnements, que ce soit des environnements froids, côtiers ou froids profonds, en permettant d'avoir une oasis de vie, hein, dans les zones coralliennes, c'est là où on a la plus grande biodiversité en profondeur. Et associé à cette biodiversité, on a également, il y a eu historiquement beaucoup d'espèces qui sont pêchées. Donc là, par exemple, du sébasse, du grondin, du grenadier, j'ai mis de la langoustine également, des gambas. Mais après, il y a tout un tas d'autres espèces qui sont classiquement recherchées par les compagnies de pêche. D'autres valeurs qu'on appelle écosystémiques fournies par ces espèces, c'est la capacité à faire un archivage paléoclimatique. C'est-à-dire que l'analyse géochimique du squelette des coraux va nous renseigner sur les conditions de température ou la courantologie au moment où vivait le corail, et donc sur des colonies qui peuvent être assez vieilles, on peut retracer comme ça l'évolution des courants et des températures en profondeur, ce qui est assez compliqué par d'autres systèmes. Également, comme ils fabriquent un squelette carbonaté, ils vont séquestrer du CO2 sous forme minéralisée, hein, sous forme de calcaire. Et il y a des endroits où on a des très gros monts carbonatés qui sont fabriqués par des successions de récifs coralliens. Alors, ce n'est pas un seul récif qui a poussé en une fois, mais généralement, c'est au cours de l'histoire de la Terre. Enfin, au cours même des périodes, par exemple, glaciaires, interglaciaires. On a des périodes où les récifs sont florissants, des périodes un peu moins, où plutôt l'ensemble va se casser, puis ensuite ça redémarre, et ainsi de suite. Et finalement, sur un même endroit, en quelques dizaines de milliers d'années à centaines de milliers d'années, on va avoir une accumulation de carbonate extrêmement importante qui se met en place. Et puis, il y a déjà quelques travaux qui se mettent en place, des sources de matériel, notamment à potentiel pharmaceutique. Il y a eu pas mal de recherches sur les éponges profondes qui vivent dans ces systèmes coralliens profonds. Et puis, il y a également quelques travaux sur ces coraux. Alors, tout ça, c'était le bon côté. Mais malheureusement, ces espèces, même s'ils vivent en profondeur ou dans des milieux qui sont parfois inaccessibles, ils se retrouvent également assez exposés à des risques. Alors notamment, je vais commencer un peu par le début, c'est que ces coraux d'eau froide ont deux, entre guillemets, faiblesses. La première, c'est une croissance lente par rapport à leurs congénères tropicaux. Hein. Si on regarde des espèces comme ce corail solitaire là, qui s'appelle Desmophilum dianthus, la croissance est de 1 mm par an. Pour les espèces qui poussent le plus vite en profondeur, c'est notamment Madrepora oculata et Lophelia pertusa, qui sont capables de construire les jolis récifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils vont grandir entre 0,5 et 1 cm par an. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus des taux de croissance phénoménaux. Alors que si on compare des coraux tropicaux qui ont la même morphologie, hein, ce côté branchu, comme Acropora cervicornis, on est de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres par an. Donc, c'est vraiment un taux de croissance qui est assez restreint.
Et en plus, ils ont une espérance de vie qui est extrêmement longue, ce qui souvent est associé à un taux d'évolution assez faible, avec notamment Desmophyllum dianthus, ici les coraux un peu roses, qui ont une durée de vie de plus de 200 ans. Les coraux coloniaux, comme l'Ophelia pertusa, qui fabrique là, ces grandes branches blanches, alors sur un petit morceau à uniquement 40 cm, on a des estimations de vie de 180 ans, sachant que l'Ophelia peut construire des massifs, des colonies qui font facilement 2-3 mètres d'envergure. Donc on atteint très probablement plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et puis les records du monde avérés, ils sont pour des octocorallières profonds, avec Gerardia qui peut atteindre plusieurs milliers d'années, 2700 ans, et Leiopathes qui est ici tout à la droite de l'image, qui est un antipatère au large d'Hawaï, celui-là, qui était daté à 4200, comme une espérance de vie de 4200 ans. Et là, c'est le record du monde animal. Donc le problème, taux de croissance lent et longue espérance de vie, ils sont de fait exposés à une résilience, à des problématiques de résilience face aux menaces, et notamment les menaces anthropiques. Donc si je viens maintenant sur les principales menaces qui pèsent sur ces espèces coralliennes, on va trouver, alors en tout premier lieu, historiquement, c'est le chalutage en eau profonde. Je vous ai dit que ces zones coralliennes, elles ont forcément un attrait pour la pêche, puisqu'il y a beaucoup d'espèces de poissons qui vivent dedans, notamment poissons et crustacés. Il y a des impacts énormes sur les chalutages, notamment quand ils sont mal gérés. Et il y a eu des conséquences énormes, je pense notamment au niveau de l'Écosse, où 90% des populations de coraux ont été décimées entre les années, on va dire, 50 et 90, 2000 même. Donc, d'ailleurs, récemment, l'Union européenne a banni le chalutage en profondeur. Alors, ça a été compliqué à faire voter, mais maintenant, c'est acté. Théoriquement, les pêcheurs n'ont plus le droit d'aller dans les canyons pour chaluter, notamment s'il y a des coraux. Bon, après, la mise en application est toujours un peu délicate, visiblement. Un autre problème est le côté turbidité, notamment alors, quand il y a vraiment un impact direct avec les bouts de forage de compagnies pétrolières qui relarguent potentiellement donc du sédiment qui va venir se coller sur les coraux. Donc là, c'est ce qu'on voit sur ces images-là. Donc là, ça peut être problématique. Mais également, ça peut être des effets qu'on ne soupçonne pas à la base, comme par exemple du chalutage sur le plateau continental, et finalement, le sédiment soulevé par les traits de chalut descend dans les canyons et vient tomber sur les récifs de coraux qui sont en dessous. Et donc là, il y a pas mal d'études qui sont sur la compréhension de l'impact de ces effets de turbidité, et vous verrez tout à l'heure que ça peut être assez conséquent. D'autres effets, on s'est aperçu depuis quelques années maintenant. On a un collègue, François Galgani, à l'IFREMER, qui essaye d'alerter depuis pas mal de temps, et maintenant, c'est vraiment pris en compte, des très gros phénomènes de pollution, notamment en profondeur, et notamment dans les canyons sous-marins, où on a des quantités de déchets qui peuvent être assez importantes. Et donc qui fatalement vont avoir un impact sur ces récifs. Et puis l'effet du réchauffement climatique, bien évidemment. Mais tout ça, je vais vous le redétailler dans quelques diapos. Avant d'y venir, vous voyez donc un côté l'attrait que peuvent avoir ces coraux en termes d'oasis de biodiversité, en termes de fonction pour la biodiversité en profondeur, également finalement pour nous, puisqu'ils ont également, ils abritent des espèces qui peuvent être d'intérêt commercial ou patrimonial. Et donc leur sauvegarde est essentielle, et beaucoup de mesures de protection ont été mises en place au cours des dernières années par la communauté européenne, par l'ONU. Ils sont inscrits sur la CITES, pas mal d'espèces sont sur les listes rouges. Donc voilà, il y a vraiment un effort qui est fait par toutes les communautés, avec notamment la mise en place d'aires marines protégées profondes pour assurer un suivi et une préservation des populations de coraux d'eau froide. Et nous, on en a un exemple directement sous les yeux, puisque le parc naturel marin du golfe du Lion, qui s'étend entre le cap Cerbère et le Cap Le Cat, a été étendu pour intégrer les canyons sous-marins, et notamment parce qu'il y a des populations de coraux profonds. Et c'est le même cas pour le parc national des Calanques au large de Marseille. Alors le problème, c'est que on essaye de mettre en place des systèmes de protection, mais finalement, quels sont les outils adaptés pour avoir un plan de gestion de ces espèces coralliennes? Comment suivre un état de santé des coraux? Ça, c'est des choses sur lesquelles, finalement, on connaît encore assez mal leur écologie, donc ce n'est pas encore évident. Et est-ce qu'il y a des mesures qui, finalement, peuvent être efficaces à mettre en place en profondeur, sachant la difficulté d'y aller, même de contrôler tout simplement ce qui peut se passer?
Donc là, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en interaction avec l'Office français de la biodiversité et notamment le parc naturel marin pour nous concernant. Donc je vais venir justement un peu plus sur nous, nos activités, comme ça, vous verrez, ça va imager un peu plus là, les propos que je venais d'avoir. Donc au sein du LECOB à l'Observatoire océanologique de Banyuls, on étudie la réponse des coraux d'eau froide aux impacts du changement global, avec des approches qui vont se développer à la fois in situ, donc à l'aide d'engins submersibles, tels que sous-marins ou des robots téléopérés. On descend mettre en place des systèmes d'expérimentation in situ, et puis également en aquarium, grâce aux locaux qu'on peut avoir ici à l'Observatoire. Et l'originalité de notre travail, c'est maintenant d'avoir une approche qui est intégrée, qu'on appelle à l'échelle de l'holobionte. C'est-à-dire qu'on étudie à la fois l'organisme, donc ici c'est la colonie du corail, mais également on descend à l'échelle des micro-organismes qui lui sont associés, notamment tous ces consortiums bactériens qui vivent dans les colonies, dans les coraux, qu'on appelle le microbiote. En fait, c'est ni plus ni moins que ce qu'on commence à faire, enfin, ce qu'on fait maintenant depuis quelques temps en médecine pour l'homme, avec l'histoire de flore bactérienne et de regarder l'état de santé, finalement, notre état de santé, où on voit souvent que notre flore bactérienne réagit plus vite que notre santé. Donc en ce moment, c'est assez relancé toutes ces activités avec la crise actuelle. Et donc, c'est typiquement la même manière de travailler où, sous l'effet de stress, on va regarder la réponse physiologique de l'hôte, du corail, mais également comment se comportent ces symbiontes ou les bactéries, plutôt, qui sont associées, notamment leur diversité, le type de bactéries qu'il peut y avoir. Et vous verrez quelques exemples là-dessus. Alors voilà, je vais illustrer tout ça avec un peu les points essentiels où on en est aujourd'hui, pour vous faire un peu un état des lieux. Donc les premiers volets sur lesquels on a bossé, c'était le lien entre la dynamique des coraux et les conditions météorologiques de surface. On a la chance d'être dans un système qui est extrêmement dynamique. Les canyons sous-marins qui sont au large de la côte, ici au large de Banyuls, notamment le canyon de la Casse-du-Thiers, est soumis à des épisodes de ce qu'on appelle des plongées d'eau dense, sous l'effet des tempêtes ou d'un fort refroidissement et de vent hivernal. On a des phénomènes qu'on appelle de cascading, où le concept, c'est que les eaux de surface sont de plus en plus froides, notamment pour le cascading. Elles s'assèchent quand il y a des forts coups de tramontane, et on va avoir du coup des eaux qui sont plus salées et plus froides et qui deviennent plus denses que les eaux profondes. Et donc elles s'enfoncent en profondeur et elles vont apporter tout un tas de particules de la surface vers le fond, ce qui va dynamiser finalement les communautés profondes, et notamment les coraux, qui vont, on voit ici, il y a un flux de particules qui peut être extrêmement important. Il y a même des fois, quand on plonge, on ne voit quasiment plus rien. On a une tempête de neige sous-marine, en gros. Alors, pour essayer de comprendre justement l'influence de ces couplages entre ce qui peut se passer en surface et l'exportation des particules en profondeur et en quoi ça impacte les coraux, on a fait des suivis de croissance long terme. C'est-à-dire que depuis 2010, on a des suivis qui se sont mis en place. Et là, donc, c'est un bilan sur 8 ans de croissance. Et notamment, là, j'ai un exemple sur une colonie implantée en 2015 et qui a été observée tous les ans. Et on voit, par exemple, la petite flèche violette ici, c'est un premier polype qui apparaît. Puis l'année d'après, on voit qu'il y a plusieurs polypes qui se sont développés au-dessus. Et l'année encore d'après, il y a des nouveaux polypes. Donc là, j'ai pris l'exemple sur cette branche-là, mais on aurait la même chose sur les autres branches. Et donc, on voit comme ça le développement de ces colonies au cours du temps, et notamment en lien avec la dynamique de l'environnement, puisqu'on fait des suivis également courantologiques, de température dans ces milieux. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte variabilité de croissance. Alors là, ce qui est représenté, ce qu'on appelle le budding rate, c'est en fait le taux de bourgeonnement de nouveaux polypes, le taux d'apparition de nouveaux polypes. Et donc, il y a des années où il y en a beaucoup. Alors, ce n'est pas tout à fait le même entre les deux espèces. On suit à la fois l'Ophelia et Madrepora, en gris l'Ophelia, en blanc Madrepora. Mais en règle générale, on voit qu'il y a des années où il y a un fort taux de bourgeonnement, des années où il n'y en a quasiment pas, et puis ça reprend d'autres années. Et ça, quand on le met en parallèle avec le système de plongée d'eau dense, on s'aperçoit que les années où il n'y a pas du tout de plongée d'eau dense, comme c'était le cas pendant l'hiver 2014 et pendant l'hiver 2015, eh bien, il n'y a pas du tout de croissance. Et ça, vraisemblablement, c'est lié à un phénomène de sédimentation. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a ces phénomènes de plongée d'eau dense, donc ce courant qui descend de la surface vers le fond, finalement, il va chasser le sédiment qui est en train de se déposer et permet de garder la zone corallienne un peu intacte. Les années où il n'y en a pas,
bah, c'est ce qu'on voit ici, hein, les coraux en un an. Vous voyez, ils sont complètement envasés. Et du coup, ils ont énormément de mal à lutter contre ça. Alors au début, on les voit, hein, ils crachent beaucoup de mucus pour essayer de se nettoyer, mais c'est extrêmement coûteux énergétiquement et ils finissent par soit ne plus pouvoir pousser, c'est ce qu'on voit, soit d'ailleurs on a des taux de mortalité parfois qui sont assez impressionnants. Et donc vraiment, l'absence de courantologie est vraiment un problème dans ce cas-là. Et ça, le problème qui se projette pour le futur, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on s'attend à avoir une stratification des masses d'eau et donc vraisemblablement une diminution de ces systèmes de plongée d'eau dense. Et donc forcément, on va plutôt aller dans des périodes où les coraux seront dans des phases de sédimentation. Alors justement, le réchauffement climatique, le changement climatique, pour aller un peu plus loin là-dessus, il y a deux aspects, le réchauffement à la fois et l'acidification des océans. On pourrait même rajouter l'oxygénation. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des modèles maintenant nous confirment que, y compris les eaux profondes, et en tout cas au moins jusqu'à 700 mètres, on aura un impact de réchauffement qui va être plus ou moins notable, hein. Ça peut être de quelques dixièmes de degrés pour certains cas. Pour la Méditerranée, on projette pour les eaux profondes à plus 1,5 degré dans à peine une centaine d'années. Donc ça peut être assez notable dans des milieux qui normalement sont très stables. Donc c'est ça qui peut être problématique. Et notamment ce qui est listé ici, c'est des habitats où on sait qu'il y a des coraux qui seront impactés par ces effets de réchauffement climatique. Enfin, de changement climatique, pardon. Alors sur justement ce changement climatique, il y a eu beaucoup d'études au début sur les coraux profonds, sur l'acidification. C'est vraiment ce qui a beaucoup attiré les chercheurs. Et avec des messages qui ne sont pas toujours très clairs au final, parce que les premières expériences qui se faisaient plutôt sur du court terme voyaient un impact très fort de l'acidification des eaux ou l'augmentation du taux de CO2 sur le taux de calcification. Il y avait une réduction du taux de calcification avec la diminution du pH. Mais finalement, si on laisse ces espèces sur du plus long terme, on s'aperçoit qu'il y a une régulation qui se met en place, probablement une acclimatation, avec finalement une capacité à même augmenter le taux de calcification en dépit d'une baisse du pH. Et donc, ce qui invite certains auteurs à se dire que finalement, l'acidification n'est pas un réel problème pour les coraux profonds, si ce n'est que quand on regarde plus en détail sur le squelette et qu'on zoome vraiment à l'intérieur de la capacité, la cristallinité du squelette des coraux, il y a des anomalies en fait dans les cristaux qui sont mises en place, et donc très probablement il y a une minéralisation qui est très fragilisée. Alors, pour caractériser un petit peu ça, on vient d'avoir un projet là qui se lance justement, qui va s'adresser à ces questions-là pour notamment faire quelque chose qui est un peu nouveau, c'est des études sous pression. Puisque pour l'instant, toutes les études en aquarium, elles se font à pression atmosphérique. Et donc là, on est en train de créer des aquariums qui permettent de reconstituer la pression in situ. L'autre aspect, c'est le rôle de la température, qui assez curieusement a été très peu étudié pour les coraux profonds, alors que pour beaucoup d'autres espèces, il y a eu énormément d'études sur ce volet-là. Et donc, notamment en Méditerranée où il y avait très très peu d'informations. Nous, on a eu une thèse qui s'est déroulée, donc qui s'est terminée en 2019, pour essayer de voir un peu la réponse de ces coraux à des conditions de température changeantes. Et donc, dans ce cadre-là, sur deux espèces, à la fois l'Ophelia et Madrepora, donc qui sont les deux principales espèces qui construisent des récifs, elles ont été placées dans 4 types de conditions de température différentes. 13 degrés, c'est en gros la température à laquelle vivent actuellement les coraux dans les canyons du golfe du Lion notamment. Et puis, on a regardé un peu plus chaud, 15 et 17 degrés, et un petit peu plus froid, 10 degrés, ce qui correspond aux températures de l'Atlantique. Alors, l'analyse, elle se fait à différents niveaux d'organisation, hein, c'est pour ça que je vous parlais de l'échelle de l'holobionte. On regarde aussi bien la croissance du squelette, le comportement, les ressources, l'assimilation de ressources énergétiques, et puis donc le microbiote, comment se comportent les bactéries dans les coraux. Et ça, on le fait aussi bien sur du court terme, à l'échelle de quelques jours, que sur du plus long terme, puisqu'on les laisse pendant plusieurs mois à ces températures. Alors, très brièvement, pour vous donner vraiment les grandes lignes de ce qui se passe, à 17 degrés, clairement, les coraux ne supportent pas du tout. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne les trouve jamais au-delà de 15. En Méditerranée, ils sont même autour de 13,5, 14 grand maximum au sud de l'Italie ou autour de Malte.
À 17 degrés, clairement, après un mois, on voit qu'il y a un taux de mortalité de 50%. Et après 6 mois d'exposition à 17 degrés, ils sont quasiment tous morts, que ce soit pour l'Ophelia ou pour Madrepora. Par contre, sur les autres températures, on n'observe pas de mortalité. Donc finalement, ils arrivent a priori à supporter des températures un peu plus chaudes, ce qui, sur la base de la survie, pourrait être une bonne nouvelle. Mais quand on s'intéresse vraiment à l'état physiologique, ce n'est pas si clair. En effet, quand on regarde le taux de croissance, notamment ici, donc c'est l'Ophelia pertusa, l'espèce qui vraiment construit les plus gros récifs. 13 degrés, c'est là où le taux de croissance est le plus fort. À 15 degrés, il va être quand même beaucoup plus réduit. Et également à 10 degrés d'ailleurs, de façon assez surprenante. Pour Madrepora, par contre, aucun impact de la température. Il semble continuer de minéraliser de la même manière, quelle que soit la température d'exposition, enfin en tout cas jusqu'à 15 degrés. À 17, il meurt. Maintenant, si on regarde un autre aspect, c'est le comportement alimentaire. Ce qu'on s'est aperçu, alors là c'est valable pour les deux espèces, c'est une augmentation du taux de capture de proie à 15 degrés, c'est la ligne jaune que vous voyez ici, où au cours du temps, les coraux vont avoir tendance à essayer de capturer beaucoup plus de proies. Alors les proies, c'est des petits copépodes qu'on leur met, des artémias. Et même s'ils capturent plus, par contre, quand on analyse l'assimilation des réserves énergétiques, on s'aperçoit, notamment ici, c'est ce qu'on voit sur les lipides, qu'il y a une chute des concentrations en lipides assimilés. Et donc, en fait, les coraux, certes, mangent plus, mais finalement en bénéficient moins. Ils doivent, pour assurer leur survie, consommer quasiment tout ce qui a été utilisé, quasiment tout ce qui a été consommé. Et donc, finalement, à 15 degrés, ils n'ont plus beaucoup de capacité de développement derrière. Pour Madrepora, on a les mêmes types de réponses, d'ailleurs. Et enfin, concernant les bactéries qui sont associées aux coraux, donc si on regarde alors sur cette figure qui est un petit peu compliquée, on a en première colonne, c'est l'Ophelia pertusa, la deuxième Madrepora oculata et la troisième, c'est l'eau qui était dans l'aquarium. Donc là, c'est juste pour vous montrer que la signature bactérienne des coraux correspond vraiment à une signature propre. Elle ne suit pas du tout l'évolution de la composition bactérienne de l'eau. Donc ce qu'on regarde, c'est vraiment ce qui se passe dans le microbiote, dans les bactéries qui sont dans les tissus du corail. Ce qu'on peut voir, c'est que à 17 et déjà à 15 degrés pour l'Ophelia, on a un changement de consortium bactérien qui se met en place au cours du temps. Et vraisemblablement, l'effet de la chaleur fait que les bactéries actives, la diversité bactérienne dans les coraux change. Pour Madrepora, c'est un peu moins clair. On l'a à 17 degrés, oui, mais pas forcément à 15 degrés. Ils ont l'air d'être un peu plus stables. Mais si on va un peu plus loin et qu'on identifie maintenant les types de bactéries, on s'est aperçu que dès que la température monte, à 15 et encore plus à 17 degrés, et très rapidement, au bout d'une semaine, on voit apparaître des types de bactéries comme Rotobacterales, qui sont des bactéries opportunistes et même à revenir sur ces questions-là un peu plus tard. À 17 degrés, par contre, clairement, les deux espèces ne supportent pas du tout. Elles meurent assez rapidement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que très rapidement, le microbiote a bougé. En une semaine, on voit qu'il y a l'apparition d'espèces opportunistes. Et donc là, c'est un intérêt pour nous d'utiliser le microbiote comme une alerte de l'état de santé, un peu comme on fait maintenant en médecine d'ailleurs. Et puis, ce qui était plus surprenant dans nos résultats, c'est que finalement, à 10 degrés, les coraux méditerranéens sont pas forcément dans leur meilleur état, ils ne sont pas dans leur optimum. Alors, ce n'est pas très surprenant parce qu'en Méditerranée, ils vivent à 13. Mais ce qui est curieux, c'est par rapport aux coraux de l'Atlantique qui, eux, vivent à ces températures-là. Et donc, se pose la question maintenant du comportement des coraux atlantiques. Et donc, on a une thèse qui vient de se lancer justement pour faire la comparaison, pour voir si finalement les coraux dans l'Atlantique qui vivent à 10 degrés ont encore un petit peu de marge de manœuvre, ou si leur optimum est défini, ces populations sont finalement calées sur la gamme 10 degrés, et une augmentation de 1,5 degré, ça reviendrait au même que d'augmenter à 15 degrés qu'en Méditerranée. Voilà un peu les lignes actuelles pour ces questions-là. Voilà, et je transite petit à petit vers un dernier volet qui est l'impact des plastiques, qui nous a alertés là, depuis quand même quelques temps qu'on fait des plongées dans ces milieux, notamment de canyons sous-marins, où plus ça va et plus on voit des déchets importants. Alors là, je vous ai montré quelques exemples en Méditerranée, à 500 mètres, avec plein de sacs plastiques,
voire même des fois des choses un peu plus conséquentes. Il peut y avoir beaucoup de filets de pêche également piégés, mais quand même majoritairement, ça reste des sacs et des bouteilles, y compris, vous voyez, à 2000 mètres de fond. Et ça, voilà, quand on fait des inventaires, classiquement, on a 70% d'objets qui sont en plastique, un peu de filets de pêche, et puis sinon des objets notamment métalliques, mais pas que. Mais donc majoritairement dominés par les plastiques. Et la problématique des canyons sous-marins, donc on sait que les milieux profonds sont affectés par donc ces déchets. On en a même retrouvé dans des milieux quasiment inaccessibles, hein, puisque si vous avez suivi, alors c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, une expédition dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres de fond, où quasiment la première chose qu'ils ont trouvée en arrivant au fond et en allumant les spots vidéo, c'est un sac plastique. Et toutes les amphipodes, donc des crustacés qui ont été collectés dans la fosse des Mariannes à plus de 10 000 mètres de fond, possédaient des microplastiques dans leur tissu. Donc il y en a en profondeur. Par contre, les canyons sous-marins, tels qu'on peut avoir, nous, au large de Banyuls, sont des zones de transfert et d'accumulation de plastique qui sont extrêmement importantes. C'est dans tout ce qu'on recense les endroits où on en trouve les concentrations les plus importantes. Donc là, pour vous montrer un exemple un peu plus concret, si je vous invite à plonger dans le canyon de la Casse-du-Thier, à 520 mètres de profondeur, ce que vous voyez, la carte que vous voyez, ce qui est en bleu, c'est la trace en fait du robot sous-marin. Hein, donc c'est tout le chemin qu'il a fait. Et les petits points de couleur qu'on voit, c'est essentiellement donc des colonies qui peuvent être soit de Desmophilum dianthus en vert, de l'Ophelia pertusa en jaune et de Madrepora oculata en rouge. Donc c'est plein de colonies qui vivent dans ces zones-là. Donc on est dans le canyon de la Casse-du-Thier, hein, au large de Banyuls. Et toutes les croix, ce sont des macro-déchets observés. Et donc, comme on voit là sur l'image, les images à gauche, voilà, souvent les colonies, on voit à travers des sacs récents, plus anciens, certains, vous voyez, sont déjà très usés, des bouteilles, des tasses de café, enfin bon, énormément de déchets, et parmi eux, 76% sont des déchets macroplastiques. Des concentrations qui sont équivalentes à ce qui peut être observé dans le canyon de la Casse-du-Thier, qui est le canyon juste en dessous, hein, qui est celui qui est un peu plus au sud, là, le canyon de Cap Créous, où on a quasiment un morceau tous les 100 mètres. On retrouve les mêmes choses chez nous. Et puis, sur les quasiment 400 récifs observés dans la zone, donc une zone qui fait 200 mètres de long pour 100 mètres de large environ, donc ce n'est pas très très grand, sur tous les massifs observés, on en a 7% qui présentent des macro-déchets visibles, donc tels qu'on voit sur les photos, sachant que parfois, vu qu'ils sont partiellement recouverts de sédiments, on doit louper, on doit enfin, c'est sous-estimé très largement, hein, ces estimations. Donc c'est assez inquiétant. Et on a du coup essayé de caractériser un peu mieux l'effet de ces plastiques sur les espèces constructrices de récifs, donc l'Ophelia et Madrepora, en travaillant en aquarium, où on a soumis des coraux soit à des macroplastiques tels qu'on le voit au fond, donc avec des morceaux de plastique à moitié recouvrant à moitié des fragments de colonies, soit en injectant des microplastiques. Donc là, notamment, c'est du polyéthylène de faible densité, d'une taille de 500 microns, ce qui représente à peu près les tailles standards qu'on peut trouver, enfin, notamment la taille que capturent les coraux. C'est des tailles assez fréquentes qu'on trouve dans l'environnement. Et voilà, les concentrations qu'on a mises, c'est les concentrations à laquelle on mettait le taux de nourriture, donc d'artémia, dans l'aquarium. Et donc, ces plastiques introduits, on va regarder la réponse des coraux donc soumis à des microplastiques, soumis à des macroplastiques, et puis comparés par rapport à des coraux contrôles qui, eux, sont sans aucun effet. Et ça, aussi bien sur du court que du plus long terme. Alors, ce qu'on observe déjà sur la croissance, donc quand on prend un fragment de colonie, qu'on le sectionne et qu'on regarde comment se fait la croissance, et ce qu'on voit en fait, ça, le petit ligne vert, c'est un marquage. Donc on leur injecte en fait avant le début de l'expérience un colorant en gros qui vient se mettre dans les tissus minéralisés. Et puis une fois qu'ils ont poussé, on les reprend et on peut regarder sous microscope de combien ils ont poussé. Ce qu'on voit, c'est que les coraux en conditions contrôle ont des taux de croissance qui sont similaires à l'in situ. Par contre, que ce soit les coraux avec des microplastiques ou les coraux soumis aux macroplastiques ont un taux de croissance qui est réduit de l'ordre de 30 à 40% par rapport aux conditions contrôle. Donc on a un réel impact sur la croissance. Si on regarde maintenant
un autre effet qui est le taux de capture de proie, donc là, finalement leur façon de s'alimenter. Alors le graphique est un peu compliqué. La ligne en pointillé, c'est en gros, on a moyenné les conditions contrôle. Et ce qu'on regarde, c'est les valeurs en noir pour les coraux exposés aux microplastiques et en blanc pour les coraux exposés aux macroplastiques par rapport au zéro qui est les coraux contrôle. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'après 7 jours, on a un faible taux de capture de proie, que ce soit pour les coraux exposés aux micro et aux macroplastiques, qui est vraisemblablement lié à un effet de stress. On vient de les mettre dans un nouveau système avec des plastiques, et donc la réponse, c'est d'arrêter de s'alimenter. Par contre, au bout de quelques jours, voilà, c'est 20 jours plus tard, et donc de fait, au bout de 1 mois et demi, 2 mois plus tard, ils vont là fonctionner de façon un peu plus naturelle, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils vont trouver un mode de fonctionnement avec les coraux soumis au microplastique en noir ont un taux de capture de proie qui est similaire au coraux contrôle. Donc finalement, peu importe qu'il y ait des microplastiques, ils continuent de capturer les artémias. Les coraux, par contre, qui ont des macrodéchets sur eux, n'arrivent plus à s'alimenter. Ils ont énormément de mal, ils capturent très peu de proie. En parallèle, quand on fait des suivis vidéo pour voir le comportement, donc en gros, on regarde comment bougent les tentacules, donc, on peut estimer finalement leur taux d'activité des polypes. On s'aperçoit là aussi qu'en quelques jours, il y a plutôt un effet de stress où, que ce soit peu importe les conditions, les coraux ont tendance à se rétracter et à plus bouger pendant une semaine. Puis ensuite, ils vont de nouveau commencer à rebouger. Et là, ce qu'on va voir, c'est que les coraux soumis au microplastique se déplacent, ont un comportement qui est assez similaire avec les coraux contrôle. Par contre, ceux qui sont avec des macroplastiques bougent beaucoup plus. Alors ça paraît surprenant, mais en fait, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont tendance à essayer de s'étirer au maximum pour essayer de chercher de la nourriture, puisque le plastique fait un effet barrière. Et donc, si on met tout ça bout à bout, on a l'effet plastique qui fait une barrière aux particules qui va forcer les coraux à bouger beaucoup plus, néanmoins à ne pas arriver forcément à bien s'alimenter et donc à avoir un taux de croissance qui sera beaucoup plus faible parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour pousser. Les coraux avec des microplastiques, ça semblait un peu plus complexe. Pourquoi est-ce que le taux de croissance est faible? Mais nous, ce qu'on s'est aperçu sur les vidéos, c'est qu'ils rejetaient beaucoup de microplastiques et des collègues qui ont travaillé sur des coraux tropicaux ont quantifié ça, où il y a un taux d'éjection qui est extrêmement fort. En 24 heures, ils ont quasiment tout relargué ce qu'ils avaient capturé comme microplastique. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un très fort taux, certes d'ingestion, mais également de réégestion des plastiques. Et donc, les coraux, en fait, dépensent de l'énergie pour sans arrêt recracher leur plastique et ils n'arrivent plus à pousser correctement. Donc, voilà un peu l'explication sur ces volets-là. Alors ça, c'était jusqu'à 2 mois. Maintenant, si on laisse sur du plus long terme, on a des effets qui vont se complexifier encore un peu plus, ou pas d'ailleurs. Ce qu'on voit pour la croissance, c'est elle est toujours réduite. Alors, c'est ici en noir pour les microplastiques. Elle est même de plus en plus faible. Si on les laisse sur du long terme, la croissance exposée aux microplastiques devient quasiment nulle. Par contre, pour les coraux soumis à des macroplastiques en blanc, donc, on voit un taux de croissance qui redevient assez fort, voire même des fois très fort. Mais avec un système un peu particulier, c'est ce qu'on voit ici, et plus détaillé ici sous microscope électronique à balayage, sur une section, et donc qui est représenté par le schéma ici, c'est qu'en fait, les coraux vont fabriquer déjà, ils vont changer d'orientation de croissance et fabriquer un squelette qui est extrêmement fin. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Le polype a tendance à pousser en gros vers le haut de l'image. Et puis, au bout d'un moment, il va pousser en direction vers la droite de l'image ici. En fait, il réoriente son sens de croissance. Vraisemblablement, ce qu'on a l'air de voir, en tout cas pour tous les coraux qui étaient collés au plastique, c'est pour changer, pour contourner l'effet plastique. Et ça se matérialise bien. Donc, la question était posée de savoir si c'est pour contourner l'effet plastique pour avoir plus d'accès à la nourriture. Et vraisemblablement, oui, parce qu'après 6 mois, on voit que les coraux qui sont avec des macroplastiques, on a un taux d'alimentation qui est similaire au coraux contrôle. Donc, finalement, en ayant modifié leur sens de croissance, ils arrivent quand même à pouvoir s'alimenter. Par contre, les coraux avec les microplastiques semblent saturés. Et là, ils ont un taux de capture de proie qui devient extrêmement faible. Ce qui fait que il semblerait que si les coraux arrivent à s'accommoder plus ou moins de l'effet des macroplastiques sur du long terme en essayant de changer l'orientation de croissance, alors attention, hein, c'est un squelette qui est très fragile, donc c'est quand même soumis à précaution tout ça, mais clairement, les coraux qui sont soumis à des microplastiques ont vraiment un impact beaucoup plus sévère.
Et donc là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce qui est vraiment problématique dans l'eau en ce moment, c'est la fragmentation des macrodéchets, c'est le rejet de microparticules qui sont industrielles. Et donc, on a énormément de microplastiques qui sont déjà dans les eaux de surface. On voit, dès qu'il y a des campagnes, tous les ans, on réévalue les quantités à la hausse. Et tout ça est évidemment exporté en profondeur. Et donc, on va avoir fatalement un taux d'exposition qui est de plus en plus important. Après, il faut intégrer que toutes les espèces ne répondent pas de la même manière. Et c'est ce qu'on l'a vu pour Madrepora oculata. Alors, c'est ce qu'on voyait déjà sur la température. Là encore, pour les plastiques, et je vais quand même mettre des bémols dans les conditions pour lesquelles on a testé, c'est-à-dire des plastiques qui sont de faible densité. Donc, le LDPE, c'est typiquement les sacs plastiques. Et avec des particules qui font 500 microns, on observe pas vraiment de changement de comportement. La croissance est assez similaire, quelles que soient les conditions expérimentales. Le taux de capture de proie, il est variable, mais finalement, il est assez similaire au coraux contrôle. Et donc, finalement, il semblerait que cette espèce ne soit pas trop affectée par les plastiques. Alors, tout ça, si on réunit les différents phénomènes, que ce soit les effets de plongée d'eau dense, les effets de changement climatique, les effets des déchets notamment, déjà, on voit l'importance de travailler à différentes échelles. C'est vrai que le côté holobionte est donc d'avoir à la fois l'organisme, l'hôte et les micro-organismes qui lui sont associés extrêmement importantes pour comprendre la réaction de l'ensemble. Et puis, les réponses qui se font en fonction des espèces, avec l'Ophelia pertusa, donc c'est les coraux qui aujourd'hui construisent les plus gros récifs, qui sont les principaux constructeurs de récifs, donc, qui semblent beaucoup plus sensibles aux conditions futures, que ce soit de température ou de microplastiques, par exemple, que Madrepora. Et ça, c'est un phénomène sur du long terme qui pourrait changer les paysages sous-marins, où aujourd'hui, on est dominé plutôt par des colonies de l'Ophelia pertusa, partout dans le monde. Demain, on pourrait voir plutôt des colonies résister de Madrepora oculata, mais Madrepora oculata forme des récifs beaucoup plus petits, beaucoup plus fragiles aussi quant à la casse, par exemple. Et donc, ça peut changer pas mal toute la biodiversité qui est associée. En fait, je vais faire un dernier parallèle avec ce qu'on avait commencé, les coraux tropicaux. Là, le grand message aujourd'hui sur les coraux tropicaux, c'est de voir le changement de communauté, le changement de paysage corallien, où en gros, ce qui était le dominant, c'est les coraux branchus, type Acropora et Pocillopora, et avec le changement, notamment, le changement global, de voir petit à petit ces espèces-là qui vont avoir tendance à disparaître, et au contraire, les coraux plus résistants, qui sont plutôt des coraux massifs comme Porites, des coraux qui forment des espèces de grosses boules. Là, c'est ce qu'on voit sur les environnements tropicaux, avec donc plutôt un changement vers des coraux type en boule. Voilà, en profondeur, on a également probablement des changements de paysage profond. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Franck. Cette conférence très intéressante, très claire, vraiment, merci. Peut-être un petit peu longue, peut-être, j'avais pas fait gaffe. Mais non, je pense que c'est très bien. Tu n'as pas perdu ton public. Moi, je l'espère. Voilà. Je vais peut-être te demander du coup de sortir du partage d'écran. Voilà. Et puis, donc, on va bien ouvrir le débat. Et les personnes qui veulent poser des questions peuvent réouvrir leur micro pour te poser ces questions. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'hésitez pas à remettre votre micro si vous avez des questions à poser. Non. Bon, du coup, je vais juste lancer. J'ai dû m'absenter quelques secondes et j'ai peut-être raté quelque chose, mais je me disais, quand tu as testé l'acidification, quand a été testée l'acidification sur, Oui. sur les coraux, en fait, ce que tu as utilisé comme ou ce qui a été utilisé comme paramètre, c'est la croissance uniquement, ou bien aussi ce que tu as utilisé par la suite pour les effets de température, également des effets de métabolisme, etc. Parce que souvent, bon, effectivement, l'acidification a un effet global sur le métabolisme. Et donc. Alors, nous, on n'a pas encore beaucoup travaillé là-dessus, sur l'acidification. C'est plutôt des collègues, notamment à Villefranche, mais puis un peu partout dans le monde.
Le premier truc, c'est vraiment le taux de calcification, où tout le monde pensait que c'était vraiment la première réponse attendue. Maintenant, oui, sur les bivalves notamment, on s'aperçoit que c'est peut-être la production de gamètes qui va être plus impactée. Enfin voilà, il y a d'autres paramètres. Et alors les coraux profonds, la difficulté, c'est d'avoir des échantillons. Il faut aller les chercher. On n'a pas beaucoup de réplicas. Enfin voilà, donc du coup, forcément, il y a des manques, y compris sur l'acidification. Donc ça, c'est des choses qui se complètent petit à petit, hein. Il y a encore pas mal de monde qui travaille là-dessus. Et dans ce qu'on va mettre en place là, dans les cadres notamment du projet où on les met sous enceinte, sous pression, on va retester tous les batteries de paramètres qu'on fait, que ce soit les réserves énergétiques, le comportement, le micro-organisme associé. Enfin voilà. Donc c'est une vision à une échelle intégrée, quoi. Mhm. Mhm. Oui, j'ai trouvé les paramètres pris dans les derniers manips que vous avez menés sont vraiment super. Des questions? Oui, moi j'en ai une. Alors, en ce moment, désolée. En ce moment, il y a des études qui sortent et qui disent qu'en gros, on ne retrouve pas les masques liés à la crise sanitaire sur les plages et qu'elles auraient disparu, en fait, qu'elles couleraient, tout simplement, et que du coup, elles atterriraient dans le fond. Est-ce que dans ce qui est lié en fait au parc marin, au suivi des parcs marins, est-ce qu'ils envisagent, et je pense à Marseille en particulier où il y a eu des premières études où ils ont pu aller chercher ces masques-là, est-ce que c'est une question, est-ce qu'on commence à se demander s'il faut placer des systèmes de surveillance en profondeur ou si les sédiments feraient que finalement on ne peut pas envisager vraiment d'aller chercher de ce genre d'échantillons dans le fond du canyon pour démontrer les effets aujourd'hui sur ces écosystèmes profonds? Il n'y a pas eu beaucoup de campagnes, à ma connaissance, depuis la crise, puisque tout a été décalé de cet été notamment. Donc on a très peu d'infos sur s'il y en a qui sont arrivés au fond. Après, tout ce qui est aire marine protégée ont des obligations de suivi. Dans le cadre de la DCSMM, donc la directive 4 stratégie pour le milieu marin, il y a un des descripteurs, c'est les déchets notamment. Et donc, il y a des obligations d'aller faire des suivis en profondeur, des quantifications et caractérisations. Donc, je suppose que c'est des choses qu'on devrait voir apparaître dans les mois qui viennent, on va dire, quand il y aura les premières campagnes. Nous, là, on va au mois d'août, alors c'est dans le golfe de Gascogne, mais on va faire toute une mission sur le canyon de l'Ampol. On verra si on en trouve. Là, on a déposé aussi un projet de mission pour justement aller regarder alors, pas spécifiquement les masques, mais les déchets en général dans le canyon de la Casse-du-Tier. Mais pour l'instant, j'ai pas d'éléments. Clairement, j'ai rien vu, personne n'a relevé ça, même partout dans le monde. Hein, toutes les campagnes étaient tellement bloquées que le redémarrage, il s'est pas fait sur ces questions-là. Mais en fait, ma question est plus pas s'il y a des gens qui l'ont déjà observé, mais plutôt d'un point de vue théorique, au vu des apports de sédiments dans ces zones-là et au vu des mouvements de matière, en fait. Non, ça dépend des canyons. En fait, si on prend 3 canyons différents, le Cap Créus, donc qui est juste au sud du lac Casse-du-Tier, la Casse-du-Tier, et ensuite, si on va à peine plus loin, alors le Bourcard un peu, ou le canyon de l'Aude, quand on va vraiment un petit peu plus loin. Ah non, j'allais me mettre derrière parce que j'ai une carte, mais bon, c'est pas grave. On a donc certains sont plutôt en ce qu'on appelle en érosion, donc là, on va plutôt avoir un effet chasse et à la limite, tout ce qui viendrait dedans serait transporté beaucoup plus profond. Donc typiquement le Cap Créus, où là, c'est pas dedans qu'il faudra aller chercher les éléments, à part ce qui peut être piégé éventuellement par-ci par-là, mais ça va être transporté bien au large. Dans la Casse-du-Tier, on a plutôt un système en équilibre. Donc, le taux de sédimentation étant pas très fort, on peut effectivement avoir des déchets qui vont s'accumuler et qui resteront visibles pendant pas mal de temps. Et par contre, dans les canyons qui sont en sédimentation, tout ce qui est le cœur du golfe du Lion, là, le risque, oui, c'est que très vite, ça soit recouvert. En plus, comme c'est un matériel qui est très fin, finalement, ça sera très compliqué d'aller les observer de visu. Merci. Merci. D'autres questions? Pas de questions. On parlait des
des masques à l'instant, là. Ah, il y a peut-être une Oui. question sur quelqu'un qui… C'est moi. On ne me voit pas, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Sophie Hannibal, j'ai une petite question, mais vraiment par curiosité. Vous avez parlé tout à l'heure d'un robot sous-marin là, qui avait fait une sorte de cartographie des coraux dans le canyon de la Casse-du-Thier. J'aurais voulu avoir… J'arrive pas à me représenter les dimensions de ce canyon au niveau profondeur, au niveau métrage. Vous parliez de centaines de mètres. Alors oui, là c'est une toute petite zone, hein. Le canyon, il fait 2-3 km de large en gros et quasiment une vingtaine de kilomètres de long avant d'être en connexion avec le canyon Cap Creus qui est un peu plus bas. Donc là, moi, de ce que je vous parle, c'est vraiment un tout petit point. Il faut vraiment imaginer ça comme des vallées. Des vallées incisées, elles sont sous-marines, mais c'est vraiment un peu le même principe que si on était en montagne. Et donc nous, c'est comme si on avait étudié, en gros, à l'échelle de… dans la vallée de la Tête, on serait mis à regarder Villefranche de Conflans. D'accord. Voilà. Et la profondeur, là où vous avez On étudié. était alors, on a différents points. Là, celui que j'ai montré, c'était autour de 500 mètres. Après, on a d'autres sites qu'on surveille à entre 300 et 350 mètres de profondeur. Donc, ça reste pas très, très profond, hein. Il descend beaucoup plus bas, il va jusqu'à 2000 mètres. Mais compte tenu de l'engin utilisé, justement, celui que j'ai montré très brièvement, qui est ce qu'on appelle un ROV, Remotely Operated Vehicle. Donc, en fait, c'est un petit robot qui est relié au bateau par un câble qui donne tout ce qui est énergie, également l'accès à la vidéo. Et donc, ce robot, alors, je sais pas, je vais peut-être juste repartager l'écran, comme ça, je vous montrerai en même temps. Tac. Et si je remets ça en grand, alors, est-ce que ça fonctionne? Oups. Oui, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a tout à gauche là. Donc là, c'est ce robot-là qui s'appelle Super Achille. Il fait en gros 50 cm3. Donc il n'est pas très grand. On a 2 petits spots lumineux, une caméra au milieu et puis une autre caméra un petit peu plus haut. Et ce qu'on voit en jaune, en fait, c'est ce qu'on appelle la laisse et c'est ce qui relie le robot au bateau. Et depuis le bateau, on a donc en gros un joystick qui permet d'aller piloter le bateau, le ROV au fond. Et donc forcément, la vitesse de déplacement est quand même relativement faible, ce qui fait qu'on n'a pas… Enfin, il faut vraiment du temps pour pouvoir faire des grandes superficies de travail. Donc après, il y a 2 méthodes de travail. Soit on fait des grands transects. Donc ça, c'est ce qui avait été fait il y a un peu plus de 10 ans dans le cadre des missions Mexican que portait au départ l'observatoire, avait initié l'observatoire, et puis ensuite c'était l'Agence des aires marines protégées à l'époque qui avait en charge ça, où en gros dans chaque canyon, on faisait des grands profils qui allaient de 600 mètres de profondeur jusqu'à 200 mètres, jusque sur même pas 150 mètres sur le plateau continental. Et puis le long de grandes radiales, on regarde un peu la diversité qu'il y a. Et donc ça, c'est une façon de travailler. Et puis l'autre, c'est de rester au même point et puis de regarder vraiment ce qu'il y a sur une toute petite zone pour avoir une idée un peu plus détaillée sur une superficie. L'idéal, c'est d'arriver de combiner les deux, évidemment. Et donc, voilà, nous, on a pu travailler avec ce robot-là. Après, il en existe des plus gros. Dans le parc de l'Ifremer, on a le Victor qui fait 3 mètres cubes. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes échelles de travail. Mais voilà un peu, sur les images que je montrais, en tout cas, c'est acquis avec ce robot-là et sur un cadre qui est finalement très petit par rapport à l'immensité du canyon. Merci beaucoup. Et je redépartage ici. Voilà. D'autres questions? Oui, bonjour, Isabelle Bellin. Une question assez générale. Vous avez évoqué l'impact du changement du paysage sous-marin, que ce soit pour les coraux tropicaux ou les coraux profonds. Au-delà de ce changement de paysage sous-marin, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin pour nous dire finalement donc l'impact du changement climatique change les paysages sous-marins, donc les coraux branchus qui deviennent des coraux en boule. Et finalement, au-delà de ça, quels sont les impacts, quoi? L'impact, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes espèces qui vont pouvoir être associées avec ces organismes. En fait, la clé, c'est que les coraux sont ce qu'on appelle des organismes ingénieurs, donc ils fabriquent des récifs. Et c'est ce qui permet d'attirer tout un tas de biodiversité.
Donc, il y a aussi bien des poissons, des crustacés, enfin voilà, énormément d'espèces libres ou fixées qui viennent se mettre là-dedans, que ce soit sur les coraux tropicaux ou sur les coraux profonds. Et le fait de chaque espèce, chaque morphotype, en gros, corallien, ceux qui sont plutôt branchus ou ceux qui sont plutôt en boule, vont pas du coup attirer le même type d'espèces, la même biodiversité, l'abondance, enfin voilà, ils créent pas les mêmes niches et donc forcément, ça va changer toute la dynamique, toute la biodiversité qui est associée. Donc, on peut s'attendre à voir disparaître également pas mal d'autres espèces qui, sur la base, ne sont pas tant impactées de ça par le réchauffement climatique, par exemple, mais qui n'arrivera pas à supporter la disparition de leur habitat. C'est un peu comme si on faisait de la déforestation. Merci. D'autres questions ?